Alors, bonjour à toutes et à tous. Ah, je m'entends bien, c'est bien. Pour préparer cette conférence, je me suis basé sur un article, une entrée que je suis en train d'écrire pour l'encyclopédie philosophique, qui est une encyclopédie online gratuite. Si vous vous intéressez à la philosophie, je vous encourage vivement à utiliser cet outil qui est vraiment super bien fait. Et d'ailleurs, on y trouve déjà un article sur le véganisme qui a été rédigé par Valérie Giroux, qui parlera demain. Et c'est l'article qui détient le record du nombre de publications. Donc c'est plutôt une chouette nouvelle pour les animaux. Avec le récent engouement pour la question animale, la notion de spécisme commence à se faire connaître du grand public. Et ça, c'est une excellente chose pour les animaux. Le revers de la médaille, c'est quand même que les confusions, les malentendus ont tendance à se multiplier. Et le risque avec ça, c'est que l'antispécisme soit associé à des idées un peu farfelues ou à des arguments pas très convaincants. Et du coup, je me suis dit que cette conférence, c'était peut-être l'occasion de faire un peu de ménage conceptuel, de clarifier cette notion de spécisme, et puis de présenter les débats contemporains à son sujet. Donc, quand on approche la question du spécisme pour la première fois, il y a trois grandes questions qu'on peut se poser. Celle qui va intéresser le plus les philosophes, c'est la question de savoir si le spécisme est injuste ou s'il est moralement acceptable. Mais pour se poser cette question, il faut déjà savoir ce qu'est le spécisme, il faut déjà avoir une bonne définition du spécisme, et donc je vais commencer par ça. Il y a un tout petit peu de littérature sur le sujet, et pourtant il y a plein de choses à dire, et c'est ce qu'on verra dans la première partie de la présentation. Et puis ensuite, la question de savoir si le spécisme est juste ou injuste, elle est intéressante seulement si le spécisme existe. Les philosophes ne perdent pas leur temps à discuter de la moralité de pratiques qui n'existent pas. Par exemple, personne ne discrimine sur la base des signes astrologiques et les philosophes ne s'intéressent donc pas à la moralité de cette discrimination. Donc, de la même manière, si le spécisme n'existait pas, ça ne serait pas très intéressant de savoir s'il est juste ou injuste. Et justement, il y a des philosophes qui ont soutenu que le spécisme n'existait pas, et on verra ce qu'il en est dans la deuxième partie. Et puis ensuite seulement, on se posera la question morale de savoir si le spécisme est juste ou injuste. Alors, question de définition pour commencer. Bizarrement, les philosophes se sont peu intéressés à la définition du spécisme, et ça c'est bizarre parce que d'habitude les philosophes se passionnent pour les questions de définition. Ils adorent faire ce qu'on appelle de l'analyse conceptuelle, mais en l'occurrence, la plupart du temps, ils se contentent d'utiliser le terme un petit peu de la manière qui leur plaît. Alors il y en a qui partent du principe que le spécisme n'existe que sous une forme. Il y en a d'autres, par opposition, qui vont considérer qu'il y a une forme directe de spécisme et une forme indirecte. Je reviendrai sur cette distinction dans un instant. Il y a des philosophes qui vont soigneusement distinguer le spécisme de l'anthropocentrisme, puis d'autres qui vont ne pas tenir compte de cette différence. Il y a des philosophes qui vont considérer que le spécisme est injuste par définition, d'autres qui vont laisser cette question ouverte, qui vont faire de la thèse selon laquelle le spécisme est injuste une thèse substantielle, une thèse philosophique qu'il faut défendre avec des arguments. Donc il y a vraiment plein de différents usages du terme spécisme, et je vais donc passer en revue ces différentes questions. Mais pour commencer, pour la petite histoire, l'inventeur du mot spécisme, c'est un psychologue britannique qui s'appelle Richard Ryder, et qui utilisait ce terme dans une brochure qu'il distribuait aux alentours d'Oxford dans les années 1970. Mais ce n'est pas lui qui a popularisé la notion. Celui qui a véritablement popularisé la notion de spécisme, c'est le philosophe australien Peter Singer. Et dans son livre fameux « La libération animale », Singer définit le spécisme comme ceci. C'est un préjugé ou une attitude de parti pris en faveur des intérêts des membres de sa propre espèce et à l'encontre des membres des autres espèces. Donc cette définition, comme on va le voir tout de suite, elle pose plein de problèmes. Mais elle a quand même le mérite de mettre en évidence le parallèle, l'analogie entre d'un côté le spécisme et de l'autre les discriminations intrahumaines comme le racisme et le sexisme. L'idée c'est que être raciste c'est par exemple privilégier les blancs par rapport aux noirs, être sexiste c'est par exemple privilégier les hommes par rapport aux femmes. De manière exactement analogue, être spéciste c'est privilégier par exemple les humains par rapport aux autres animaux. Et cette définition, elle met bien en évidence cette analogie, et cette analogie, elle nous permet ensuite de dire des choses philosophiquement intéressantes, et ça c'est ce qu'on verra dans la troisième partie de la présentation.
Le problème avec cette analogie, c'est qu'elle a aussi tendance à générer des malentendus, et ces malentendus, ensuite, ils viennent un peu polluer les discussions au sujet du spécisme, et ça peut être embêtant. Donc je vais écarter 3 de ces malentendus que je trouve particulièrement ennuyeux. Le premier vient du fait qu'on appelle parfois racisme la croyance en l'existence des races humaines. Donc être raciste dans ce sens-là, c'est croire que les races existent au sein de l'espèce humaine. Du coup, on pourrait se dire que par analogie, le spécisme, c'est la croyance en l'existence des espèces. Le problème avec cette définition, c'est que la plupart des antispécistes reconnaissent l'existence des espèces. Simplement, ils considèrent que l'existence des espèces ne justifie pas qu'on privilégie certains au détriment d'autres en fonction de l'espèce à laquelle ils appartiennent. Donc la première confusion, c'est de croire que le spécisme est la croyance en l'existence des espèces. Puis deuxièmement, on appelle parfois aussi racisme la croyance en une hiérarchie entre les races, en des inégalités entre les races. Et du coup, on pourrait se dire que par analogie, le spécisme serait la croyance en des inégalités ou en une hiérarchie entre les espèces. Ça serait la croyance, par exemple, que les humains sont plus intelligents que les poissons rouges. De nouveau, les antispécistes reconnaissent l'existence de ce genre d'inégalité. Ils admettent qu'en moyenne, les humains sont plus intelligents que les poissons rouges. Simplement, ils considèrent que ces inégalités ne peuvent pas justifier qu'on privilégie les humains par rapport aux poissons rouges. C'est-à-dire qu'on accorde plus d'importance à leurs intérêts, à leur bien-être, à leur souffrance, qu'aux intérêts similaires des poissons rouges. Donc la deuxième confusion, c'est de croire que le spécisme est la croyance en une hiérarchie ou en des inégalités entre les espèces. Et puis troisièmement, on appelle parfois sexisme l'idée selon laquelle les hommes auraient des droits que n'ont pas les femmes. Et par opposition, on appelle féminisme la revendication d'égalité des droits pour les hommes et les femmes. De nouveau, si on prend au sérieux l'analogie, on va se dire, dans ce cas-là, le spécisme, ou l'antispécisme plutôt, c'est la revendication d'égalité des droits pour les humains et les autres animaux. Donc ça serait par exemple la revendication pour les poules ou pour les truites du droit de vote ou du droit à la liberté d'expression. Évidemment, ces revendications, elles sont absurdes, et évidemment, les antispécistes n'ont jamais fait ce genre de revendications. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les féministes non plus ne font pas vraiment ce genre de revendications. Les féministes demandent simplement que les hommes et les femmes aient les mêmes droits quand ils ont les mêmes intérêts. Par exemple, hommes et femmes ont en commun un intérêt à bien gagner leur vie, et donc on voit mal pourquoi les femmes toucheraient un salaire inférieur à celui des hommes quand elles font le même travail aussi bien. En revanche, les hommes n'ont pas d'intérêt à pouvoir avorter, et donc ils n'ont pas le droit d'avorter. Donc les féministes demandent simplement que les hommes et les femmes aient les mêmes droits quand ils ont les mêmes intérêts. Et ça, c'est intéressant parce que de manière exactement analogue, les antispécistes demandent que les humains et les autres animaux aient les mêmes droits seulement quand ils ont les mêmes intérêts. Donc, par exemple, les humains et les autres animaux ont en commun un intérêt à ne pas souffrir, et donc, si les êtres humains ont le droit de ne pas souffrir inutilement, les autres animaux aussi auront le droit de ne pas souffrir inutilement. En revanche, les poules et les truites n'ont pas d'intérêt à pouvoir voter ou d'intérêt à pouvoir exprimer librement leurs opinions politiques ou religieuses, et donc elles n'ont pas le droit de vote et elles n'ont pas le droit à la liberté d'expression. Donc la troisième confusion, c'est de se dire que le spécisme est la croyance selon laquelle les humains auraient des droits que les animaux n'ont pas. Le spécisme, c'est pas ça. Le spécisme consiste simplement à privilégier certains au détriment d'autres en fonction de leur appartenance d'espèce. C'est-à-dire accorder plus d'importance au bien-être et à la souffrance, par exemple, des humains, qu'au bien-être et à la souffrance des autres animaux, simplement parce que les humains sont des humains et parce que les autres animaux ne sont pas des humains. Donc ça, c'est pour la définition de base. Puis maintenant, on peut entrer dans le détail. Il y a des philosophes, comme je le disais avant, qui distinguent un spécisme direct d'un spécisme indirect. Le spécisme direct, c'est l'idée selon laquelle l'appartenance d'espèce est elle-même moralement pertinente. Donc ça veut dire, par exemple, qu'il est légitime de privilégier les humains par rapport aux autres animaux parce que les humains font partie de l'espèce humaine. Et ça, les spécistes indirects ne sont pas d'accord avec ça, puisque selon le spécisme indirect, l'appartenance d'espèce elle-même, elle n'est pas pertinente, elle est simplement associée à des caractéristiques qui sont pertinentes. Ça veut dire, par exemple, qu'il est légitime de privilégier les humains par rapport aux autres animaux, pas parce que les humains font partie de l'espèce humaine,
mais parce que les humains ont certaines capacités comme la rationalité, la conscience de soi, la capacité de langage, un sens moral, ce genre de choses. Alors, maintenant, il y a des philosophes qui ont tendance à réduire le spécisme à sa simple variante directe. Et c'est le cas de Peter Singer. Dans un ouvrage un peu plus récent que La libération animale, il définit le spécisme de cette manière. C'est l'idée qu'il est juste de donner la préférence à des êtres uniquement pour la raison qu'ils sont membres de l'espèce Homo sapiens. Donc là, on voit que selon cette définition, si vous privilégiez les êtres humains parce qu'ils sont rationnels ou parce qu'ils sont conscients d'eux-mêmes, vous n'êtes pas spéciste, parce que vous ne le faites pas uniquement pour la raison qu'ils sont membres de l'espèce Homo sapiens. Puis on pourrait dire la même chose de l'autre grand philosophe défenseur des animaux, le défenseur de la théorie des droits des animaux, Tom Regan, qui définit le spécisme comme ceci, comme le fait d'assigner plus de poids aux intérêts des êtres humains simplement parce qu'ils sont humains. Donc de nouveau ici, si vous privilégiez les humains parce qu'ils sont capables de langage ou parce qu'ils sont dotés d'un sens moral, vous n'êtes pas spéciste dans ce sens-là, puisque vous ne le faites pas simplement parce qu'ils sont humains. Alors on peut penser que Singer et Regan ont tort de réduire de cette manière le spécisme à sa variante directe, et une raison de penser ça, c'est l'analogie avec le racisme et le sexisme. Si on prend le cas du racisme, il est raciste, par exemple, de privilégier les blancs par rapport aux noirs, quelle que soit la justification. Que ce soit en se disant que les blancs sont blancs, ou que ce soit en se disant que les blancs touchent en moyenne un salaire supérieur à celui des noirs. Dans les deux cas, c'est raciste, c'est indépendant de la justification. On peut dire la même chose au sujet du sexisme. Il est sexiste de privilégier les hommes par rapport aux femmes, et ce, quelle que soit la justification. Qu'on le justifie en disant que les hommes sont des hommes, ou qu'on le justifie en disant que les hommes ont des résultats supérieurs aux tests d'orientation spatiale, par exemple. Du coup, si on veut que l'analogie tienne la route, il va falloir dire de la même manière qu'il est spéciste de privilégier les humains par rapport aux autres animaux, quelle que soit la justification. Que ce soit en justifiant en disant que les humains font partie de l'espèce humaine, ou en disant que les humains sont rationnels, conscients d'eux-mêmes, etc., etc. Donc c'est quand même important de ne pas réduire le spécisme à sa variante directe. Il y a un philosophe qui va un peu plus loin que ça, c'est Oscar Horta, qui pour le coup, lui, s'est beaucoup intéressé à la définition du spécisme. Et lui, il nous explique que non seulement il ne faut pas réduire le spécisme à sa variante directe, mais en fait, il n'y a pas une variante directe et une variante indirecte du spécisme. Il n'y a qu'une forme de spécisme, c'est la discrimination basée sur l'appartenance d'espèce. Simplement, le spécisme peut être justifié de deux manières. Une justification directe, en référence à l'appartenance d'espèce, et une justification indirecte, en référence à des capacités mentales telles que la rationalité ou la conscience de soi. Donc selon Oscar Horta, le spécisme n'existe que sous une forme, il peut simplement être justifié de manière directe ou de manière indirecte. Et je pense qu'Oscar Horta a raison sur ce point. Une autre distinction que font souvent les philosophes, c'est la distinction entre le spécisme et l'anthropocentrisme. Donc, comme on vient de le voir, le spécisme est la discrimination en fonction de l'appartenance d'espèce. Et ça veut dire que vous serez spéciste si vous privilégiez les humains par rapport aux autres animaux, mais vous serez aussi spéciste si vous privilégiez certains animaux par rapport à d'autres, par exemple les chiens par rapport aux cochons. Et vous serez aussi spéciste si vous privilégiez les autres animaux par rapport aux humains. On pourrait appeler ça du spécisme à l'envers. Et d'ailleurs, l'année dernière, on avait eu une conférence de David Olivier, qui est revenu cette année, sur le spécisme à l'envers, qui était assez intéressante. Et au contraire, l'anthropocentrisme, c'est la discrimination basée sur l'appartenance spécifiquement à l'espèce humaine. Donc là, on comprend que l'anthropocentrisme, c'est une variante du spécisme, c'est la variante dans laquelle ceux qui sont privilégiés sont spécifiquement les humains. Donc si vous privilégiez les chiens par rapport aux cochons, vous êtes spéciste, mais vous n'êtes pas anthropocentriste. Et de nouveau, on a des philosophes qui ont tendance à réduire le spécisme à sa variante anthropocentriste. C'est le cas de Singer dans la définition qu'on vient de voir. Si le spécisme est l'idée qu'il est juste de donner la préférence à des êtres uniquement pour la raison qu'ils sont membres de l'espèce Homo sapiens, on comprend bien que si vous privilégiez les chiens par rapport aux cochons, vous n'êtes pas spéciste en ce sens-là. Vous ne le faites clairement pas uniquement pour la raison qu'ils sont membres de l'espèce Homo sapiens.
Même chose pour la définition de Reagan. Si être spéciste, c'est assigner plus de poids aux intérêts des êtres humains simplement parce qu'ils sont humains, alors si vous privilégiez les chats par rapport aux vaches, vous n'êtes pas spéciste puisque vous ne le faites pas simplement parce qu'ils sont humains et vous ne privilégiez même pas des humains. De nouveau, on peut penser que Singer et Reagan se trompent à ce sujet, on peut penser que c'est important de distinguer le spécisme de l'anthropocentrisme, et on peut de nouveau penser ça à cause de l'analogie avec le racisme et le sexisme. Il est, par exemple, raciste non seulement de privilégier les blancs par rapport aux noirs, mais aussi de privilégier les asiatiques par rapport aux noirs, ou dans le cas de ce qu'on appelle parfois le racisme à l'envers, de privilégier les noirs par rapport aux blancs. Même chose pour le sexisme, il est non seulement sexiste de privilégier les hommes par rapport aux femmes, mais dans le cas de ce qu'on appelle parfois le sexisme à l'envers, de privilégier les femmes par rapport aux hommes. Du coup, si on veut que l'analogie tienne jusqu'au bout, il va falloir dire que de la même manière, il est spéciste de privilégier les humains par rapport aux animaux, mais il est aussi spéciste de privilégier certains animaux par rapport à d'autres, et il est aussi spéciste de privilégier les animaux non humains par rapport aux humains. Donc c'est important de bien faire cette distinction entre spécisme et anthropocentrisme. Puis d'autant plus important qu'on verra que ça poserait des problèmes de ne pas le faire. On verra ça dans la deuxième partie. Ensuite, comme je le disais avant, la question qui intéresse le plus les philosophes qui travaillent dans le domaine de l'éthique, c'est la question de savoir si le spécisme est juste ou injuste. Mais bizarrement, il y a des philosophes qui pensent que cette question n'est pas vraiment intéressante parce qu'ils pensent que le spécisme est injuste par définition. Ils pensent que ça fait partie de la signification du mot spécisme, que le spécisme est injuste. Alors une raison de penser ça, c'est de se dire que par définition le spécisme est une discrimination, et une discrimination c'est forcément injuste. Le problème avec cet argument, c'est que certaines discriminations ne sont pas clairement injustes. C'est le cas par exemple de, imaginons que vous puissiez sauver qu'une personne d'un incendie, ben vous sauverez plus volontiers un enfant de cœur qu'un tueur en série. Et ça suggère qu'il est légitime de discriminer les tueurs en série. S'il est légitime de discriminer les tueurs en série, peut-être qu'il est aussi légitime de discriminer les animaux. Si certaines discriminations sont légitimes, peut-être que le spécisme en fait partie. Un autre argument en faveur de l'idée selon laquelle le spécisme est injuste par définition, c'est de nouveau de s'appuyer sur l'analogie avec le racisme et le sexisme. Ça, c'est un argument qu'on trouve chez Oscar Horta, par exemple, qui nous dit « Puisque le racisme est injuste par définition, si on veut que l'analogie tienne avec le spécisme, il va falloir dire la même chose au sujet du spécisme, que le spécisme est injuste par définition. » À mon avis, le point faible de cet argument, c'est qu'en fait, le racisme n'est pas injuste par définition. Donc j'espère que vous êtes tous d'accord avec moi pour dire que le racisme est condamnable. La question n'est pas là. J'espère que vous faites tous un usage péjoratif du mot racisme quand vous utilisez ce mot. Mais si on regarde ce qui se passe dans la bouche des racistes quand ils utilisent le mot racisme, ben, ils n'en font pas un usage péjoratif. Eux, ils l'utilisent avec une connotation positive. Donc vous n'entendrez jamais un raciste vous dire « Oui, c'est vrai, je discrimine sur la base de la race, mais je ne suis pas raciste, quelle horreur !» Les racistes vous diront « Je suis raciste, et alors ? Je suis raciste et ça n'a rien d'immoral. » D'ailleurs, si on googlise la phrase « je suis raciste et alors », on trouve plus de 3000 résultats. Et ça, c'est pour en français. Si on le fait en anglais, là, c'est 80 000 résultats passés. Et ça montre bien que le mot racisme, c'est pas dans la signification du mot racisme que le racisme est injuste. Donc le racisme n'est pas injuste par définition. Et du coup, si on veut s'en tenir à l'analogie, il faudra dire la même chose au sujet du spécisme. Que le spécisme non plus n'est pas injuste par définition, que ça ne fait pas partie de la signification du mot qu'il est injuste. S'il est injuste, c'est une thèse substantielle, philosophique, qui doit être défendue avec des arguments. Ça, c'est une première raison de penser que le spécisme n'est pas injuste par définition. Puis une deuxième raison, c'est que si on observe l'usage que font les philosophes du terme spécisme, ben on se rend compte qu'ils font un usage complètement neutre de ce terme. Par exemple, il y a 4 articles dans des journaux de philosophie qui s'intitulent « En défense du spécisme ». Ça aurait aucun sens si le spécisme était injuste par définition. Si le spécisme était injuste par définition, autant intituler votre article « En défense de l'injustice », « En défense de l'immoralité » ou « En défense de l'indéfendable ». Donc ça, c'est un indice de plus pour penser que le spécisme n'est pas injuste par définition. Et puis un dernier argument,
de nature plus pragmatique. Ici, l'idée, c'est que si on veut que le terme spécisme soit utile, il ne faut pas que le spécisme soit injuste par définition, parce qu'il faut qu'on puisse se servir de ce terme dans les débats autour du spécisme. Et pour qu'on puisse s'en servir, il faut que non seulement les antispécistes puissent dire « le spécisme est injuste », mais qu'en face, les défenseurs du spécisme puissent dire « le spécisme est juste ». Mais ils ne pourraient pas dire ça si par définition le spécisme était injuste. Donc pour ces trois raisons, je pense qu'il faut dire que c'est une erreur de penser que le spécisme est injuste par définition. Pour récapituler, le spécisme consiste donc à accorder plus d'importance au bien-être et à la souffrance de certains qu'au bien-être et à la souffrance d'autres, en fonction de l'espèce à laquelle ils appartiennent. C'est important de bien distinguer deux justifications du spécisme, une justification directe qui fait référence à l'appartenance d'espèce, une justification indirecte qui fait référence à des capacités comme la rationalité et la conscience de soi. C'est aussi important de distinguer le spécisme de l'anthropocentrisme, qui est la variante dans laquelle ce sont les humains qui sont privilégiés par rapport aux autres animaux. Et finalement, le spécisme n'est pas injuste par définition. Et ça, maintenant qu'on sait plus ou moins ce que c'est que le spécisme, on peut se poser la deuxième question qu'on voulait se poser, à savoir, le spécisme existe-t-il? Alors une raison de penser que le spécisme existe, c'est simplement que dans la vie de tous les jours, on traite les animaux de plein de manières dont on refuserait de traiter des êtres humains. Et le cas le plus parlant pour illustrer ce point, c'est le cas de la production et de la consommation de viande. L'argument, c'est le suivant. Nous sommes spécistes parce que nous exploitons et nous tuons des animaux pour consommer leur chair, alors que d'un autre côté, nous refuserions d'exploiter et de tuer des êtres humains pour la même raison. Donc, on traite les animaux d'une manière dont on refuserait clairement de traiter les humains, et ça montre apparemment qu'on discrimine sur la base de l'appartenance d'espèce. Alors, je vais examiner trois objections à cet argument. La première objection, on la doit au philosophe Shelley Kagan, qui concède le premier point. C'est vrai que nous exploitons et tuons les animaux pour consommer leur chair. Il concède aussi le deuxième point. C'est vrai que nous refuserions de faire la même chose avec des humains. Néanmoins, il pense que nous ne sommes pas spécistes, que nous ne discriminons pas sur la base de l'appartenance à l'espèce humaine, parce qu'il ajoute ceci: nous refuserions aussi d'exploiter et de tuer des extraterrestres intelligents pour consommer leur chair. En clair, on ne voudrait pas tuer E.T. pour en faire de la chair à saucisse. Et ça, pour Kagan, ça veut dire que nous privilégions non seulement les êtres humains, mais aussi, au moins en théorie, des extraterrestres intelligents. Autrement dit, on ne discrimine pas sur la base de l'appartenance à l'espèce humaine, et il en conclut que nous ne sommes pas spécistes. Alors vous aurez peut-être anticipé le problème avec cet argument. Le problème, c'est que Kagan confond le spécisme et l'anthropocentrisme. Cet argument, il montre peut-être que nous ne sommes pas anthropocentristes, parce que nous ne privilégions pas que les humains, nous privilégions au moins en théorie aussi les extraterrestres, mais il ne montre pas que nous ne sommes pas spécistes. Imaginons que des extraterrestres intelligents débarquent sur Terre, peut-être qu'on les traiterait avec tout le respect qui s'impose, encore que ça reste à démontrer, n'empêche que probablement qu'on continuerait d'exploiter et de tuer les animaux de la manière dont on le fait, à cause de l'espèce à laquelle ils appartiennent. Donc cette objection, elle échoue à montrer que nous ne sommes pas spécistes. Une deuxième objection nous dit que nous ne sommes pas spécistes, nous sommes personnalistes. Autrement dit, on ne discrimine pas sur la base de l'appartenance d'espèce, on discrimine sur la base du critère être une personne. Alors qu'est-ce qu'une personne au sens philosophique, au sens pertinent? Être une personne, c'est être un sujet rationnel, conscient de lui-même, capable de langage probablement, doté d'un sens moral, doté d'une capacité à la réciprocité, ce genre de choses. Donc ce qui se passe, selon cette idée, c'est qu'on accepte que les animaux soient exploités et tués pour en faire de la viande, simplement parce que les animaux ne sont pas des personnes. Ils ne sont pas rationnels, conscients d'eux-mêmes, etc. En revanche, on refuse que les êtres humains soient exploités et tués pour la même raison, tout simplement parce que les humains sont des personnes. Ce qui explique la manière dont on traite les individus, dont on discrimine, ce n'est pas le critère d'espèce, c'est le critère d'être une personne. Alors, le problème avec cette objection, c'est qu'elle oublie l'existence de ce qu'on appelle les cas marginaux. Alors, cas marginaux, ce n'est pas une très jolie expression
mais c'est celle qu'on trouve dans la littérature philo sur le sujet, pour désigner les êtres humains qui ne sont pas des personnes, au sens spécifié avant. Donc ces humains qui ne sont pas rationnels, conscients d'eux-mêmes, etc., etc. Et là, on pense par exemple aux handicapés mentaux profonds, on pense aux nouveau-nés, on pense aux patients atteints de la maladie d'Alzheimer, ce genre d'individus. Ces individus ne sont pas des personnes au sens pertinent, et pourtant, on refuse évidemment de les exploiter et de les tuer pour en faire de la chair à saucisse. Et ça montre que finalement, on ne discrimine pas du tout sur la base du critère d'être une personne, on discrimine sur la base du critère d'espèce. C'est simplement parce que ces individus font partie de l'espèce humaine qu'on refuse qu'ils soient traités de cette manière. Donc cette deuxième objection ne parvient pas non plus à montrer que nous ne sommes pas spécistes. Puis une troisième objection qui est un petit peu plus compliquée, alors il faut accrocher vos ceintures, qui vient aussi de Shelley Kagan. Donc Kagan, il a cette thèse négative selon laquelle nous ne sommes pas spécistes, et puis il a aussi une thèse positive. Et selon sa thèse positive, nous sommes des personnalistes modaux. C'est-à-dire que nous discriminons sur la base du critère d'être une personne modale. Être une personne modale, ça veut dire que vous n'êtes pas une personne, mais vous auriez pu être une personne. Donc l'idée, c'est qu'on accepte que les animaux soient exploités et tués pour en faire de la viande, parce que les animaux non seulement ne sont pas des personnes, mais en plus, ce ne sont pas des personnes modales. Ils n'auraient pas pu être des personnes. En revanche, on refuse d'exploiter les humains normaux, parce que les humains normaux sont des personnes, et puis on refuse d'exploiter les humains marginaux, parce que les humains marginaux sont des personnes modales. Ils auraient malgré tout pu être des personnes, même si de fait ce ne sont pas des personnes. Alors, cette théorie, elle est un peu séduisante, en tout cas de prime abord, parce qu'elle a l'air de décrire assez correctement la manière dont on discrimine. Elle a l'air de correspondre assez bien aux intuitions qu'ont la plupart des gens au sujet des animaux et au sujet des humains. Le problème, c'est qu'il y a aussi une autre théorie qui décrit assez bien la manière dont on discrimine. C'est la théorie selon laquelle on privilégie les individus qui sont membres d'une espèce dont les membres typiques sont des personnes. Donc par exemple, on accepte d'exploiter et de tuer des cochons, des vaches et des poules parce que les vaches, les cochons et les poules ne font pas partie d'une espèce dont les membres typiques sont des personnes. Les cochons typiques ne sont pas des personnes, les poules typiques ne sont pas des personnes, idem pour les vaches. Par contre, les humains, qu'ils soient normaux au sens statistique ou marginaux, les humains font partie de l'espèce humaine dont les membres typiques sont des personnes. Et c'est pour ça qu'on refuse de les exploiter selon cette théorie. Le problème, c'est que cette théorie, elle fait de nous des spécistes. Si on discrimine sur la base de l'appartenance à une espèce dont les membres typiques sont des personnes, on discrimine sur la base de l'appartenance d'espèce. Et Kagan, il ne veut pas qu'on discrimine sur la base de l'appartenance d'espèce. Donc lui, il dit non, on discrimine sur la base du critère personne modale. Comment il fait pour établir cette théorie? Il imagine deux enfants qui sont anencéphales, ça veut dire qu'ils n'ont pas de la partie supérieure du cerveau, et donc ces deux enfants, ce ne sont pas des personnes. Par contre, le premier enfant est une personne modale, donc il aurait pu être une personne. Pourquoi? Tout simplement parce que son anencéphalie est due à un problème développemental. Il s'est mal développé, c'est pour ça qu'il n'est pas une personne, il aurait pu être une personne. À l'inverse du deuxième enfant, qui non seulement n'est pas une personne, mais n'est pas non plus une personne modale. Parce que lui, son anencéphalie, elle est due à une anomalie génétique. Donc non seulement il n'est pas une personne, mais il n'aurait pas pu être une personne puisque c'est génétique, et donc ce n'est pas une personne modale. La prédiction de la théorie de Kagan, pour ces deux cas, c'est que si on est face à ces deux enfants, on va naturellement accorder plus d'importance au bien-être et à la souffrance du premier enfant, qui est une personne modale, qu'au bien-être et à la souffrance du deuxième enfant, qui n'est même pas une personne modale. Par contre, l'autre théorie, selon laquelle on privilégie les individus qui font partie d'une espèce dont les membres typiques sont des personnes, la prédiction qu'elle fait, c'est que si on est face à ces deux enfants, sachant que ces deux enfants font partie de l'espèce humaine dont les membres typiques sont des personnes, si on est face à ces deux enfants, on va les traiter de la même manière. Alors, dans la littérature, on trouve deux réponses à cet argument de Kagan. La première réponse,
c'est que Kagan est un peu tout seul à penser que si on était face à ces deux enfants, on accorderait plus d'importance au bien-être du premier enfant qu'au bien-être du deuxième enfant. La plupart des philosophes qui lui ont répondu ont dit « ces deux enfants ont exactement les mêmes capacités, ils sont exactement dans le même état, et donc il n'y a pas de raison de les traiter différemment, et probablement que si on était face à eux, on les traiterait exactement de la même manière. » Et puis la deuxième réponse, c'est que cette théorie a des implications, ou plutôt des prédictions encore plus bizarres si on l'applique aux animaux. Donc là, l'idée, c'est que, étant donné les progrès qui sont en train d'être faits dans le domaine de l'amélioration génétique, on peut imaginer que dans 10, 15, 20 ans, on puisse modifier génétiquement des cochons pour qu'ils deviennent des personnes. Et ça veut dire que dans 15 ans, mettons, tous les cochons seront des personnes modales. Donc, même s'ils ne sont pas dans les faits des personnes, ils auraient pu être des personnes, parce qu'ils auraient pu être génétiquement modifiés. Et du coup, la prédiction de la théorie de Kagan, donc si on discrimine sur la base de la caractéristique d'être une personne modale, ça veut dire que dans 15 ans, naturellement, on va se mettre à respecter autant les cochons que les êtres humains. Et ce, même si, dans les faits, les cochons ne sont pas des personnes. Même s'il n'y a aucun cochon qui est une personne, parce qu'aucun cochon n'a été modifié génétiquement, la seule possibilité que les cochons soient modifiés en fait des personnes modales. Et donc, la prédiction de la théorie, c'est qu'on va changer complètement d'attitude vis-à-vis des cochons, même si, dans les faits, ils ont exactement les mêmes capacités que maintenant. Et ça, c'est de nouveau une prédiction qui est très bizarre. On a du mal à y croire. Donc, pour ces deux raisons, moi, je pense qu'il faut rejeter l'argument de Kagan. Et ça veut dire qu'on peut conclure tranquillement que nous discriminons sur la base de l'appartenance d'espèce, et donc que nous sommes spécistes. Ce qui nous amène à notre troisième question. Maintenant qu'on sait ce que c'est que le spécisme et qu'on sait que nous sommes spécistes, que le spécisme existe, on peut se demander s'il est juste ou injuste. Alors, une raison de penser que le spécisme est injuste, c'est l'analogie avec le racisme et le sexisme. On pourrait se dire que puisqu'il y a cette analogie, le spécisme va être injuste pour la même raison qui rend injuste le racisme et le sexisme. Et souvent, cet argument, il se heurte à une objection ou à un constat un peu banal. C'est le constat selon lequel il y a plein de différences entre le racisme et ses autres discriminations. Donc, par exemple, les Noirs et les femmes peuvent lutter activement contre le racisme et le sexisme, alors que les animaux ne peuvent pas organiser des rassemblements ou des manifestations antispécistes. Un autre exemple, le spécisme a une histoire complètement différente de celle du racisme, complètement différente de celle du sexisme. Et puis un troisième exemple de différence, c'est qu'il y a des inégalités entre les espèces, comme on l'a vu tout à l'heure, alors qu'il n'y a pas d'inégalité entre les races. Donc l'idée, c'est que comme il y a tellement de différences entre le spécisme et les autres discriminations, l'analogie simplement ne tient pas. Mais cette objection, elle repose en fait sur un malentendu, c'est que les antispécistes n'ont jamais dit que le spécisme était similaire à ces autres discriminations sous tous ces aspects. Ce que disent les antispécistes, c'est que le spécisme partage avec ces discriminations les caractéristiques qui les rendent injustes. Et du coup, ça pose la question de savoir quelles caractéristiques rendent ces discriminations injustes. Qu'est-ce qui fait que le racisme est injuste? Qu'est-ce qui fait que le sexisme est injuste? Et pour comprendre ça, on peut s'appuyer sur un principe assez consensuel. C'est le principe selon lequel il faut traiter de manière similaire les cas similaires. Et donc l'idée, c'est que le racisme est injuste parce qu'il viole ce principe, parce qu'il traite de manière différente des cas qui sont pourtant similaires, et même chose pour le sexisme. Donc dans le cas du racisme, ça va donner la chose suivante. Il n'y a pas de différence entre les blancs et les noirs qui pourrait justifier qu'on privilégie les blancs par rapport aux noirs. C'est ça qui rend injuste le racisme. Même chose pour le sexisme, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes qui justifierait qu'on privilégie les hommes par rapport aux femmes. Et c'est ça qui rend injuste le sexisme. Donc toute la question, si on veut savoir si le spécisme est lui aussi injuste, ça va être de se demander s'il y a des différences entre les humains et les animaux qui pourraient justifier qu'on privilégie les humains par rapport aux animaux, ou si le spécisme, lui aussi, il viole ce principe selon lequel il faut traiter de manière similaire les cas similaires. Alors, toutes les défenses du spécisme, toutes les justifications du spécisme, elles prétendent mettre le doigt sur une telle différence,
sur une différence qui pourrait justifier qu'on privilégie les humains par rapport aux autres animaux. Comme on l'a vu, il y a deux grandes familles de justifications, les justifications directes et les justifications indirectes. Donc selon les justifications directes, cette différence entre les humains et les animaux qui justifie qu'on privilégie les humains, cette différence, c'est simplement l'appartenance à l'espèce humaine. Et puis selon les variantes indirectes, les justifications indirectes, la différence entre les humains et les animaux qui justifient qu'on privilégie les humains, ce n'est pas l'appartenance d'espèce, ce sont des caractéristiques comme la rationalité ou la conscience de soi. Donc maintenant, on va examiner tour à tour ces deux familles de justifications, et puis sans suspense, on pourra conclure qu'elles ne fonctionnent pas et que le spécisme est injuste. Alors, justification directe. Je répète parce que c'est important. Selon ce type de justification, il y a bien une différence entre les humains et les autres animaux qui justifient qu'on privilégie les humains. Cette différence, c'est simplement l'appartenance à l'espèce humaine. C'est parce que les humains font partie de l'espèce humaine qu'il est justifié de leur accorder plus d'importance qu'aux animaux. Alors il y a deux objections contre cette justification. La première objection, c'est que l'appartenance à l'espèce humaine, c'est une simple caractéristique biologique. Et ça peut surprendre quand on se dit qu'être un humain, ça suppose de posséder certaines capacités mentales. En gros, ça suppose d'être une personne. Souvent, on utilise humain comme synonyme de personne. Mais on a vu avant que certains humains n'étaient pas des personnes, les humains marginaux, et l'existence de ces humains-là montre bien que l'appartenance à l'espèce humaine, ce n'est pas une caractéristique ou une capacité mentale, c'est simplement une caractéristique purement biologique. Le problème, c'est que ces caractéristiques purement biologiques, en général, on considère qu'elles ne sont pas pertinentes du point de vue moral. Le fait que ma peau est blanche plutôt que noire, par exemple, ne peut pas justifier qu'on privilégie mes intérêts par rapport à ceux d'un noir. Le fait que je suis de sexe masculin plutôt que féminin, qui est un fait purement biologique lui aussi, ne justifie pas qu'on privilégie mes intérêts par rapport à ceux d'une femme. Donc, de la même manière, le fait que je suis un être humain plutôt qu'un chimpanzé, puisque là aussi c'est un fait purement biologique, ne peut pas justifier qu'on privilégie mes intérêts par rapport à ceux d'un chimpanzé, parce que c'est un fait purement biologique. Donc première objection, l'appartenance d'espèce ne peut pas être moralement pertinente, elle ne peut pas justifier qu'on privilégie certains par rapport à d'autres, parce que c'est une caractéristique purement biologique. Et puis la deuxième objection, c'est la suivante. Si l'appartenance d'espèce était une caractéristique pertinente, il devrait y avoir entre les humains et les autres animaux une frontière de nature. Ça devrait être possible de tracer une frontière qui soit nette et pas arbitraire. Or ça, on sait que ce n'est pas le cas depuis que Darwin a écrit L'origine des espèces. Pour le comprendre, on peut s'imaginer une chaîne d'individus qui se donnent la main. À une extrémité de la chaîne, vous avez une femme qui donne la main à sa mère, laquelle donne la main à sa mère, etc. etc. À l'autre extrémité de cette chaîne d'individus, vous avez une femelle chimpanzé qui donne la main à sa mère, laquelle donne la main à sa mère, etc. etc. Puis plus ou moins au milieu de cette chaîne d'individus, vous avez le dernier ancêtre commun aux humains et aux chimpanzés. Donc, si vous représentez cette chaîne, c'est assez clair qu'on pourrait tracer une frontière et dire cette femme est la dernière qui fait partie de l'espèce humaine, sa mère fait partie d'une autre espèce. Mais c'est aussi assez clair que cette frontière serait complètement arbitraire. C'est assez clair que cette frontière ne correspondrait à aucune différence de nature. Il n'y aurait pas plus de différence entre cette femme et sa mère qu'entre cette même femme et sa fille. Et le problème, c'est que si la frontière est forcément arbitraire du point de vue scientifique, elle ne peut pas justifier qu'on discrimine les uns, qu'on privilégie les uns au détriment des autres. Elle ne peut pas justifier une discrimination, elle ne peut pas être pertinente du point de vue moral. Pour ces deux raisons, parce que l'appartenance d'espèce est une caractéristique purement biologique et parce que les frontières d'espèce sont forcément arbitraires, l'appartenance d'espèce ne peut pas être une caractéristique moralement pertinente, elle ne peut pas justifier qu'on privilégie les humains par rapport aux autres animaux. Donc le spécisme ne va pas pouvoir être justifié de manière directe, et ça laisse ouverte la question de savoir s'il peut être justifié de manière indirecte. Donc pour rappel, ici l'idée c'est qu'il y a bel et bien une différence entre les humains et les autres animaux qui justifie qu'on privilégie les humains, et cette différence, ce sont les capacités mentales des êtres humains. Donc rationalité, conscience de soi, langage, etc.
Alors ici aussi, on trouve deux objections. La première, c'est une objection de pertinence. L'idée, c'est que quel que soit le critère, le propre de l'homme qu'on sélectionne, on va avoir des résultats complètement contre-intuitifs. L'exemple qui illustre peut-être le mieux ce problème, c'est le cas de l'intelligence. Une société qui discriminerait sur la base de l'intelligence serait injuste. Donc une société qui privilégierait les intelligents par rapport aux idiots, qui accorderait plus d'importance aux intérêts d'un Stephen Hawking que d'une Nabila ou d'une Jocelyne Porcher, une telle société serait évidemment injuste. Et ça montre que le critère d'intelligence, il n'est pas pertinent du point de vue moral, il ne permet pas de justifier des discriminations. S'il ne le permet pas au sein de l'espèce humaine, il ne va pas le permettre non plus entre les espèces. Il ne va pas permettre de privilégier les humains, même si les humains sont en moyenne plus intelligents que les poissons rouges. Et le deuxième problème, c'est ce qu'on appelle l'argument des cas marginaux, qu'on a déjà rencontré sous une forme ou sous une autre. Et ici, l'idée, c'est que certains humains ne sont pas des personnes, certains humains ne possèdent pas ces fameux propres de l'homme, et donc, selon cette théorie, selon cette justification, il s'agirait non seulement de privilégier les humains normaux par rapport aux animaux, mais aussi de privilégier les humains normaux par rapport aux humains marginaux. Et si la théorie nous dit ça, elle est incompatible avec le spécisme, parce que le spécisme veut qu'on privilégie tous les humains par rapport à tous les autres. L'argument des cas marginaux, c'est un argument qui a donné lieu à énormément de littérature. Je vais vous parler des deux réponses les plus importantes à cet argument. Première réponse, c'est l'argument de la pente glissante, qu'on doit à un philosophe qui s'appelle Peter Carothers. Carothers nous dit « c'est vrai que les intérêts, le bien-être, la souffrance des humains marginaux importent infiniment moins que les intérêts des êtres humains normaux. Simplement, il faudrait quand même faire comme si ils importaient autant. » Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de frontière nette entre les humains marginaux et les humains normaux, les personnes. Tout ça, c'est graduel. Et du coup, ça fait que le risque, si on se mettait à négliger les intérêts des humains marginaux, ce qui en soi ne serait pas grave, le risque, c'est que petit à petit, on se mette à négliger les intérêts des humains normaux, et ça serait vraiment dommage. Alors, de nouveau, deux objections. La première objection, c'est que, en fait, la pente n'est pas glissante, donc il n'y a pas de risque, si on néglige les intérêts des uns, à finir par négliger les intérêts des autres. Pourquoi? Parce que si on observe un petit peu ce qui s'est passé au cours de l'histoire de l'humanité, malheureusement, les sociétés, souvent, ont discriminé sur la base de critères qui admettaient des différences de degrés. Donc, par exemple, la couleur de la peau, mais en fait, plus précisément dans le cas qui nous intéresse, aussi la rationalité. Il y a des sociétés qui ont discriminé sur la base de la rationalité, et ce n'est pas pour autant qu'à la fin, les humains normaux, les humains rationnels, voyaient leurs intérêts négligés. Donc la pente, en fait, n'est pas glissante, contrairement à ce que suppose l'argument. Il n'y a pas de risque, si on se met à négliger les intérêts des humains marginaux, à finir par négliger les intérêts des humains rationnels. Et puis le deuxième problème, qui est assez évident, c'est que cette théorie elle a des implications très contre-intuitives qu'on n'est pas du tout prêt à accepter. En l'occurrence, l'implication très contre-intuitive, c'est que, en soi, les intérêts de ces individus, de ces humains marginaux, ne comptent pas, n'importent pas du point de vue moral, que ce n'est pas grave d'infliger une souffrance pour s'amuser à un handicapé mental profond, par exemple. Ça, clairement, on n'est pas prêt à l'accepter, pourtant c'est une implication de cette théorie. Donc, cette réponse à l'argument des cas marginaux ne va pas fonctionner, et du coup, on peut examiner la deuxième réponse à l'argument des cas marginaux, c'est l'argument de la nature humaine. Donc, cet argument, on le doit à un philosophe qui s'appelle Karl Cohen, qui est un spéciste qui se revendique. Il a dit « je suis spéciste ». Le spécisme est non seulement plausible, mais il est essentiel à la bonne conduite. Ce qui montre une fois de plus que l'usage des philosophes fait que le spécisme n'est pas par définition injuste, sinon ça n'aurait aucun sens. Donc lui, Cohen, il nous dit pour savoir comment traiter un individu, il ne faut pas se référer à ses capacités individuelles, il faut se référer à sa nature. Et sa nature, elle est déterminée par le groupe auquel il appartient. Donc, par exemple, les humains marginaux sont membres de l'espèce humaine, dont les membres typiques sont rationnels, sont des personnes,
Et ça veut dire qu'il faut les traiter comme les autres humains. De nouveau, deux objections. Le premier problème, c'est une histoire d'arbitraire. Ici, l'idée, c'est que c'est vrai que les humains marginaux font partie de l'espèce humaine, mais c'est aussi vrai qu'ils font partie du groupe des cas marginaux, des humains marginaux. C'est aussi vrai qu'ils font partie du groupe des êtres vivants. Alors certes, on peut dire que les humains marginaux sont d'une nature rationnelle, sont d'une nature de personnes, parce qu'ils font partie du groupe des humains, dont les membres typiques sont des personnes, mais on pourrait tout autant dire que les humains marginaux font partie du groupe des humains marginaux, dont les membres typiques ne sont pas des personnes, et que donc leur nature n'est pas rationnelle, que donc leur nature n'est pas d'être des personnes. Même chose, on pourrait dire qu'ils font partie du groupe des êtres vivants, dont la plupart des membres ne sont pas des personnes, et en conclure que les humains marginaux ne sont pas de nature rationnelle, ne sont pas de nature à être des personnes. Donc il y a quelque chose d'arbitraire à prendre l'espèce humaine pour déterminer la nature des humains marginaux plutôt que le groupe des cas marginaux ou le groupe des êtres vivants. Et puis la deuxième objection, l'argument de Cohen, il repose sur ce principe qui nous dit si un sujet fait partie d'un groupe dont les membres typiques possèdent une certaine capacité, alors il faut traiter ce sujet comme s'il possédait cette capacité. Donc dans le cas des humains marginaux, ça donne la chose suivante. Les humains marginaux font partie de l'espèce humaine dont les membres typiques sont des personnes, sont rationnels, et donc il faut traiter les humains marginaux comme s'ils étaient rationnels, comme s'ils étaient des personnes. Le problème, c'est que ce principe, il ne correspond pas du tout à la manière dont on réfléchit habituellement à comment traiter les individus. Par exemple, si vous échouez à tous vos examens universitaires, vous ne pouvez pas aller auprès de l'université et demander à recevoir le diplôme parce que les autres étudiants ont très bien réussi. Ce qui compte, c'est vos capacités, vos résultats individuels. Ce n'est pas les résultats du groupe, de la promotion à laquelle vous appartenez. Un autre exemple, si vous êtes responsable des ressources humaines, que vous cherchez à pourvoir un poste, vous allez vous baser sur les qualifications individuelles des candidats, pas sur les qualifications moyennes des groupes auxquels ils appartiennent. Donc si, par exemple, quelqu'un vient vous voir et est complètement nul en informatique, il ne peut pas vous dire « Oui, mais les habitants de mon quartier sont des as du codage ». Ce n'est pas pertinent. Ce qui compte, ce sont les caractéristiques, les qualifications individuelles des candidats. Puis un dernier exemple, on sait qu'il n'y a pas d'inégalité entre les races, mais admettons pour les besoins de l'argument qu'il y ait des inégalités. Donc admettons que les blancs soient largement en moyenne plus intelligents que les noirs. Néanmoins, il serait vraiment injuste de privilégier un blanc stupide par rapport à un noir stupide. Et pourtant, c'est ce qu'implique qu'il faudrait faire ce principe. Parce que le blanc stupide ferait partie d'un groupe dont les membres typiques sont plus intelligents. Ça, c'est vraiment une implication très contre-intuitive. Donc pour ces deux raisons, je pense qu'il faut aussi rejeter l'argument de la nature humaine. Et ça nous laisse avec l'argument des cas marginaux. Donc on sait maintenant non seulement que le spécisme ne peut pas être justifié de manière directe, mais il ne peut pas non plus être justifié de manière indirecte à cause de l'argument des cas marginaux, à cause aussi de l'argument de la pertinence. Merci pour votre attention.